Bonjour à tous, bibliothécaires comme nouveau venus sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je consacre une vidéo, ou plutôt deux, vous allez comprendre pourquoi, sur un sujet qui a fait beaucoup parler, puisque si je vous dis Poltergeist de Battersea, normalement vous devez avoir déjà entendu au moins une des histoires qui a concerné ce fameux Poltergeist. Et bien, moi aujourd'hui, je vais précisément rester sur une histoire en particulier. Peut-être que plus tard, je verrai les autres histoires de Poltergeist. Mais je vais vous parler de celle qui a eu lieu en 1927. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous savez que je vous invite à vous installer bien confortablement, à vous prendre une petite boisson et quelques petites choses à grignoter, ou à prendre votre ouvrage ou vos mots croisés, ou selon ce que vous avez envie de faire pendant que vous m'écoutez. Et si vous êtes bien installé comme vous avez envie de l'être, ou bien allongé tranquillement, enfin dans la position que vous préférez, nous allons pouvoir commencer à découvrir un petit peu cette histoire du Poltergeist de Battersea de 1927. Alors pourquoi je disais deux dans la petite introduction? Tout simplement puisque ce que je vais vous raconter dans cette vidéo a été rapporté par quelqu'un qui a fait une enquête sur les lieux où se déroulait cette fameuse présence de Poltergeist. Et il y a beaucoup d'extraits du livre écrit par le monsieur en question et beaucoup des événements rapportés qui ont été vécus également. Ce qui fait que si j'avais décidé, comme je le fais généralement, de vous faire cela en une vidéo, je pense que nous aurions pu très facilement passer l'heure de vidéo, voire l'heure et demie, je ne sais pas, peut-être que j'avance un peu trop vu que je commence seulement l'enregistrement. Cependant, j'ai pensé, pour votre bien comme pour le mien, qu'il était préférable, pour vous éviter de vous... Comme je n'ai pas un montage des plus professionnels et que c'est pas vraiment une sorte de documentaire que vous pouvez regarder spécifiquement ce qui se passe sur la vidéo, d'essayer d'avoir deux parties de vidéo. Alors je ne sais pas si elles font exactement le même nombre de minutes, puisque là déjà je vous fais le blablatage pour vous expliquer. Et en plus j'ai essayé de couper à peu près à un endroit qui soit, on va dire, coupable, quoi. Si je viens d'inventer un mot, mais c'est pas grave. Où ça a été possible de couper pour justement laisser une partie, que ça vous donne envie d'aller écouter la deuxième partie, donc qui sera publiée samedi qui suivra. Donc ne vous inquiétez pas si la vidéo s'arrête en plein milieu de l'histoire. Tout cela est normal, vous êtes prévenus, ce sera une vidéo de parties. Et pourquoi je parle de différentes histoires? Puisque apparemment à Battersea, il y a eu plusieurs histoires de Poltergeist. Notamment, je pense que celui qui est le plus connu, c'est celui avec la petite Shirley. Mais moi, je suis remontée encore un peu plus en arrière, parce que Shirley, je crois que c'était dans les années 50, quelque chose comme ça, 50-60, si je dis pas de bêtises. Mais moi, je vais vous parler du Poltergeist de Battersea, qui s'est passé en décembre 1927. Voilà, j'espère que vous aurez tout bien compris comme il faut, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux dans mon explication. Maintenant, je vais pouvoir commencer à tout vous expliquer sur cette affaire. Tout se passe, comme je vous le disais, en décembre 1927, dans une maison familiale. Celle-ci est habitée par monsieur Henry Robinson et sa famille, et elle se trouve à Elland Road, à Battersea. Au vu de ce qui va se passer, cette maison va beaucoup attirer l'attention de la police, mais aussi des médias locaux, puisque dès qu'il y a paranormal, forcément, les médias sont intéressés par ce qui se passe. Surtout quand en plus la police constate cela et qu'il y a des rapports officiels qui font état d'activité de Poltergeist, ça devient encore plus intéressant pour eux. Et donc suite à ce qui a commencé à se passer en décembre 1927, en janvier, un monsieur du nom de Harry Price, qui est président du Ghost Club, va décider d'aller enquêter lui-même dans la maison d'Elland Road chez monsieur Robinson et sa famille. Voilà un petit peu pour vous présenter les conditions de ce qui va être rapporté ensuite. Alors, je vais quand même vous préciser, avant de commencer le rapport de Harry Price, par vous situer un peu Battersea. Je vous rassure, c'est que quelques lignes, c'est juste que vous situez un peu où c'est, et en plus, normalement, vous avez la carte pour que vous voyez à peu près où se situe Battersea. Alors, Battersea, c'est un district qui se situe au sud-ouest du centre de Londres. Il est dans le borough de Wandsworth, sur la rive sud de la Tamise. On le surnomme aussi Nappy Valley,
qui veut dire vallée des couches, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a un fort taux de natalité, et la deuxième, c'est qu'il y a une prédominance en son sein des classes moyennes supérieures. Et il y a une atmosphère de néo-convivialité qui est articulée notamment autour de différents cafés et restaurants qui se trouvent énormément à Battersea. Mais maintenant, partons donc en arrière en 1927. Et là, ce sont des résumés, des extraits du livre de Harry Price qui vont être cités. En 1927, à Battersea, un quartier ouvrier londonien sans grande vraiment distraction à l'époque, se trouvait une petite ville qui était le théâtre d'un poltergeist. Dans cette maison vivait un homme, le patriarche si l'on peut dire, ses enfants et un de ses petits-enfants. Le patriarche, c'était Henry Robinson. Depuis, c'est un homme qui est tombé malade et qui est âgé de 85 ans, mais cela faisait 25 ans qu'il vivait dans cette maison de Elland Road. Depuis que les fameuses étranges manifestations possiblement liées à un poltergeist avaient commencé, pour sa protection, sa famille avait décidé de le placer en maison de repos. Ce qui fait que pour l'instant, dans la maison, ne restait que ses enfants, c'est-à-dire son fils de 27 ans, Frédéric, et ses trois filles, Lila Robinson, Kate Robinson et George Perkins. La dernière était malheureusement veuve et elle avait avec elle, donc qui vivait aussi dans la maison, un fils de 14 ans du prénom de Peter. En ce qui concerne les filles de M. Robinson, elles étaient toutes les deux institutrices. Quant à leur frère, lui, il était tuteur. Si on parle de la maison en elle-même, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Si vous la regardez extérieurement parlant, c'est juste une grande maison ou bâtisse des plus banales par rapport à ses voisins, quoi. Il n'y a rien qui la différencie des milliers d'autres maisons qu'il y a à Battersea. C'est une simple maison à 2 étages, avec un jardin à l'arrière. Le seul petit truc que n'ont pas toutes les maisons, nous allons dire, c'est le fait que, malheureusement, ou si l'on peut dire ça sans vouloir être mal poli, si je puis dire, les fenêtres d'un certain côté de la maison donnaient sur un asile privé. Et cet asile privé, il y avait un médecin qui travaillait là-bas. Harry Price, donc, qui avait été mis au courant des phénomènes se passant à Elland Road, a aussi cherché à en savoir plus sur ce fameux asile privé, qui aurait peut-être pu expliquer certains phénomènes. Et dans ses recherches, il a trouvé que les hommes qui étaient dans cet asile privé, apparemment étaient des hommes qui souffraient de traumatisme dû au bombardement. Les fenêtres de l'établissement en soi se trouvaient approximativement à 80 mètres de notre fameuse maison. La presse n'a pas mis longtemps à surnommer d'ailleurs cette maison d'Elland Road la maison du mystère. Pourquoi elle s'est intéressée à l'asile? Tout simplement puisque il y avait parmi les phénomènes répertoriés d'activité poltergeist des objets ou des petits cailloux qui étaient lancés un petit peu comme si vous vous rappelez de la vidéo sur le poltergeist d'Arcachon. Donc il avait fait une hypothèse que ça pouvait être des patients de l'asile qui auraient pu s'amuser au moyen d'une catapulte ou autre à balancer des objets. Mais justement, après qu'il ait eu plus d'informations et qu'il ait vu la distance qui séparait les deux bâtiments, il en a conclu que c'était impossible que ce soit des patients qui s'amusent à propulser de petits objets, que ce soit pièces de monnaie, morceaux de charbon, cailloux ou autres, pour que ça en vienne à briser les fenêtres de la maison concernée, donc d'Elland Road. Pour l'instant, Harry Price reste extérieur à tout ça. Et juste avant Noël, il va apprendre d'une source privée que d'autres événements étranges vont continuer à se dérouler à Elland Road. Mais il ne va pas vraiment y accorder plus d'importance que ce qu'il a déjà cherché, puisque pour lui, en fait, toutes ces histoires étaient un peu les mêmes sur les fameuses histoires de poltergeist, donc il n'y voyait pas vraiment grand intérêt. C'est pour ça que celui-ci n'y est pas allé dès qu'on a entendu parler des phénomènes en décembre 1927. Ce n'est que lorsque la presse va en parler de plus en plus et que la rumeur va vraiment commencer à vraiment enfler de plus en plus, qu'au 15 janvier 1928, avec tous les articles
sur ces événements extraordinaires qui sont publiés, eh bien il va se décider à quand même mener une enquête. Il arrive donc chez les Robinson le 19 janvier. Il vient frapper, il est 9h30. Il pense à ce moment-là qu'il est arrivé assez tôt, mais il se trouve qu'il y a déjà quelqu'un sur place. Une journaliste freelance, et apparemment très bavarde, est déjà là. Cela le surprit puisque justement ce fut cette journaliste qui est venue lui ouvrir la porte. D'ailleurs, elle aurait tenté de le bluffer pour essayer de lui faire abandonner son enquête, mais ça n'a pas vraiment marché. Harry Price n'était pas vraiment influençable et il a donc négocié son entrée avec, comme il l'a nommé, la cerbère de la maison du mystère. Il put ainsi pénétrer dans la maison, puis il eut une discussion de plusieurs minutes avec la journaliste et les Robinson. Ensuite, il partit, mais il promit quand même de revenir. Pendant son absence, il a décidé d'aller au laboratoire national de recherche psychique. C'est là qu'il va découvrir un message de l'éditeur d'un journal londonien du nom de The Evening News, qui va lui demander s'il voulait bien permettre à un journaliste de l'accompagner dans la maison. Harry Price va consentir à cette demande. L'après-midi même, donc, à 15h, on va lui envoyer une voiture. Et comme il avait promis de revenir, il va revenir très vite, puisqu'il est déjà de retour donc chez les Robinson, à Elland Road. À ce moment-là, Mademoiselle Kate et Fred Robinson, le fils, c'étaient les seuls membres de la maison qui étaient présents. Et Monsieur Price et le fameux reporter de The Evening News qui l'accompagnait ont pu ainsi avoir l'histoire complète du début jusqu'à maintenant de tout ce qui perturbait la famille. L'histoire, Harry Price va la raconter justement dans son livre Poltergeist Over London, qui va être publié en 1945. Et je vais donc vous citer ce que Harry Price a lui-même écrit dans son livre et qu'il a eu des données que lui a fournies Frédéric et Kate Robinson. Donc, je cite. À l'exception de Percy, nous avons vécu dans la maison pendant 25 ans, heureux et paisiblement. Puis, le 29 novembre, des morceaux de charbon et des sous ont commencé à tomber sur la véranda. C'est un bâtiment qui est en appentis à l'arrière de la maison. Cela s'est arrêté quelques jours, puis ça a recommencé début décembre. Il m'a semblé extrêmement curieux à l'époque que, bien que les morceaux de charbon soient très petits, ils soient capables de briser le verre. Les choses sont devenues si sérieuses que j'ai décidé d'appeler la police. Je n'avais aucune autre idée, sauf qu'une personne apparemment s'amusait à lancer des objets par-dessus le mur du jardin. Un constable est venu, et ensemble, nous nous sommes tenus dans le jardin à l'arrière, et nous avons fait le guet. Des morceaux de charbon et des pièces de monnaie se sont alors écrasés sur le toit de la véranda, mais nous n'avons pas pu retracer leur vol. Un morceau de charbon a même été allé heurter le casque du constable. Il a couru jusqu'au mur du jardin, mais il n'y a vu personne. Le 19 décembre, notre blanchisseuse a dit qu'elle ne travaillerait plus dans cette maison. Elle est venue vers moi dans un état de terreur et m'a montré un tas de cendres brûlantes dans la dépendance. Il n'y avait pas de feu à proximité. Comment ces cendres ont-elles pu arriver là? Encore une fois, j'ai appelé un constable et nous avons décidé de regarder dans la cuisine. 2 pommes de terre avaient été lancées pendant que nous étions assis là. C'est lundi que le paroxysme est arrivé, à 9h du matin, et cela pendant 1 heure. Toute la famille a été terrifiée. Il y avait des coups forts dans toutes les pièces de la maison. Ma sœur a couru prévenir le magistrat. Le panneau de la fenêtre de la chambre de mon père a été brisé. Et comme il était dans un tel état de peur, j'ai décidé de le faire sortir de la maison. J'ai appelé un homme qui était dans la rue et ensemble, nous avons pu le porter hors de la chambre. Et juste au moment où nous le sortions, une lourde commode s'est écrasée sur le sol de sa chambre. Auparavant, ma sœur avait vu le pupitre qui se balançait et elle m'avait appelé pour le constater. J'ai réussi à le rattraper avant qu'il ne tombe, mais une force étrange a semblé l'arracher de mes mains et il est tombé contre l'escalier, se brisant en 2 parties. Monsieur Bradbury, le fameux homme qui a été appelé dans la rue pour venir aider à déplacer le patriarche, a confirmé les dires de Frédéric Robinson.
Donc Monsieur Bradbury va dire: Monsieur Robinson m'a appelé chez lui et quand je suis arrivé vers 10h, il y avait un poissonnier et un marchand de légumes qui discutaient avec lui de ce qui venait de se passer. J'ai vu plusieurs femmes dans la maison et elles semblaient très effrayées. Monsieur Robinson m'emmena dans une chambre où il dit que son père avait dormi et nous montra une commode renversée. Une des femmes a dit qu'elle avait peur de s'arrêter dans la maison et qu'elle avait aussi peur d'aller dans sa chambre pour emballer ses vêtements. Nous sommes donc allés avec elle dans sa chambre et elle nous a dit qu'elle avait été réveillée par des coups violents à la porte et des éclats de verre. Nous sommes restés là jusqu'à ce qu'elle ait fait son sac, puis nous sommes retournés dans la chambre du fond où M. Robinson nous a montré des sous et du charbon sur le toit de la véranda. Nous quatre, tous des hommes, avons regardé cela, quand soudain d'une autre chambre est venu un grand fracas, et en bas nous avons entendu une femme crier. Nous avons couru jusqu'à la chambre, et là nous avons vu une commode gisant sur le sol. Tout cela était très étrange, et M. Robinson nous a ensuite emmenés dans la cuisine et nous a montré les dégâts qui y avaient été causés. Donc ça, c'était les récits de M. Frederick Robinson et de M. Bradbury. Une fois qu'Harry Price a pu s'entretenir avec ces deux personnes et qu'il fut au courant de l'histoire des perturbations depuis le commencement de celle-ci, sachant qu'il avait toujours son fameux journaliste des Evening News qui était avec lui, ils décidèrent tous les deux, accompagnés de M. Robinson, de faire le tour de la maison pour inspecter soigneusement les dommages. Ils ont pu remarquer que cela était considérable. Plusieurs vitres avaient été brisées et deux présentaient de tout petits trous, comme si des pierres avaient été jetées à une si grande puissance qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire éclater la vitre et qu'elles n'avaient laissé que ces petits trous comme témoins de leur passage. Certaines des vitres de la toiture de la serre, quant à elles, avaient été cassées, et sur celles qui restaient, on pouvait y voir des cailloux, des pennies, donc de la monnaie, des morceaux de charbon, des pommes de terre, enfin tout un tas de petites choses. À l'intérieur, le verre ou le bois de plusieurs portes avait volé en éclats. Sur le plancher de la chambre de derrière, il y avait des morceaux épars qui traînaient partout, qui venaient des différentes décorations de la chambre. Et une commode était en piteux état, malheureusement. Elle semblait s'être abîmée lors d'une chute. Dans le hall, les deux hommes vont remarquer qu'un porte-manteau était cassé en deux. Il y avait aussi les restes de deux portes de chambre, un plateau à thé qui avait ses poignées arrachées, et aussi un certain nombre de photos qui étaient normalement accrochées au mur, qui se trouvaient maintenant sur le sol. En ce qui concerne le petit jardin, lui, c'était comme le toit de la véranda. Il était parsemé de différents objets, encore comme d'habitude, de la monnaie, du charbon, etc. Fred Robinson porta alors l'attention de Harry Price et du journaliste sur deux des fenêtres des maisons voisines, qui avaient, elles aussi, reçu l'indésirable attention du poltergeist. Et elles aussi, donc, présentaient d'étranges petits trous. C'était comme si, en fait, ces pierres avaient été propulsées à l'aide d'une catapulte miniature. Une fois qu'ils ont fait le tour de la propriété, M. Price, son journaliste, vont retourner à la cuisine où ils ont commencé à bavarder avec Kate Robinson, donc la fille de M. Henry Robinson. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait que Kate et Fred Robinson, donc le frère et la sœur, et il n'y avait personne d'autre. Ils ont leur discussion tranquillement et lorsque Fred et Harry Price ont fini de discuter, ceux-ci s'apprêtent à partir. Lorsque, brusquement, un objet va tomber derrière eux. Ça retentit et ça semble venir du passage qu'ils venaient juste d'emprunter. De la cuisine, il y a un petit couloir qui menait à une arrière-cuisine. Et celui-ci s'ouvrait directement sur le jardin par une porte qui venait juste de refermer il y a quelques secondes. L'objet, c'était un allume-gaz métallique avec un manche en bois qui mesurait une vingtaine de centimètres. Ils l'ont retrouvé couché dans le petit passage entre la cuisine et l'arrière-cuisine. Sans doute avait-il été projeté derrière eux et avait-il frappé le mur dans son vol, et c'est ce fameux bruit qu'ils auraient entendu et qui les a fait venir jusque-là.
Par réflexe, le petit groupe va alors fouiller immédiatement les deux pièces. Ensuite, ils vont fouiller le jardin, mais il n'y a absolument personne. Kate Robinson va alors expliquer à ses invités que le briquet à gaz, normalement qui pèse une 50aine de grammes, il est plutôt posé sur la cuisinière à gaz, dans l'arrière-cuisine. Il n'est pas n'importe où abandonné et surtout encore moins par terre dans le couloir. Or, au moment où cet allume-gaz s'est retrouvé jeté par terre, il n'y avait absolument personne qui se trouvait dans la pièce. L'enquêteur, donc Harry Price, va à un moment penser que l'objet avait peut-être été placé au-dessus de la porte ouverte, celle qui séparait la cuisine du couloir. Il en a fait l'expérience pour être sûr et éliminer toute possibilité. Et lorsqu'il essaya, il a remarqué qu'à moins qu'on arrive à le placer à un équilibre parfait, il n'y avait vraiment qu'une seule minime position de quelques millimètres qui aurait pu le faire avoir une poussée aussi considérable et le faire tomber à peu près au même endroit où il l'avait retrouvé donc quand ils avaient entendu le bruit. Donc c'était quasiment impossible que ce soit cette solution. De plus, même si Harry Price et le journaliste n'avaient pas vu le briquet, Mademoiselle Robinson et donc Fred, son frère, leur ont garanti qu'ils l'avaient bien vu sur la cuisinière lorsqu'ils les avaient amenés visiter l'arrière-cuisine. C'est ce curieux incident qui va faire un excellent titre pour tous les journaux du soir qui ne vont pas manquer de rapporter ce qu'il se passe dans cette maison d'Elland Road. Tout ce petit monde, après avoir laissé la famille tranquille pour la soirée, est revenu le lendemain matin. Vu tout ce que Harry et l'envoyé de The Evening News avaient pu observer lors de leur visite de la veille, eh bien, ceux-ci avaient décidé de fouiller une nouvelle fois les lieux pour être vraiment sûrs. Et depuis la veille, de nouveaux morceaux de charbon, encore de la monnaie, de la soude, des pierres, avaient de nouveau été jetés sur la maison. L'une des fenêtres avait été brisée une nouvelle fois. Ils vont rester 1 heure dans la maison à attendre sans que rien ne se produise de bizarre, d'étrange, d'inhabituel. Ce n'est que vers 11h30 que Harry Price quitta la maison et qu'il va retourner à son laboratoire de recherche. Une demi-heure plus tard, l'éditeur du journal de The Evening News va alors lui téléphoner pour le prévenir que les autorités avaient fait emmener Frederick Robinson pour le mettre en observation. Cela surprit énormément Harry Price, puisqu'il avait eu une conversation avec Frederick Robinson la veille. Et il n'avait rien trouvé chez lui de bizarre. Enfin, c'était quelqu'un de tout à fait normal, de tout à fait intelligent et pas du tout suspect de cacher quoi que ce soit. Mais apparemment, c'était pas vraiment l'avis de la police, puisque celle-ci pensait que Frédéric était tout simplement responsable des manifestations qui avaient lieu dans la maison. Ils avaient donc décidé de l'envoyer à l'hôpital St. John de Battersea pour qu'il y soit examiné. Cependant, malgré le fait qu'ils pensaient qu'il soit responsable, cela n'a pas empêché les phénomènes de continuer, même lorsqu'il était à l'hôpital St. John. Étrange que cette histoire. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler du poltergeist de Battersea. Comme je le disais, peut-être vous connaissez celui-ci par rapport à l'autre affaire qui s'est passée dans les années 50-60. Je ne sais pas laquelle des deux il a plus connu, je l'avoue honnêtement. Mais en tout cas, je trouve que ça reste un cas très intéressant. Et ça me fait penser un peu au cas justement de la clinique d'Arcachon, puisqu'on y évoque les petits objets balancés sur la véranda. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un gamin de 14 ans du nom de Peter qui vit dans la maison. Mais là où on pourrait dire, où généralement ce sont les adolescents qui sont responsables inconsciemment de faire ce genre de choses, ben là il y a un tout petit problème, parce que comme je l'ai bien précisé 2 fois dans cette première partie de vidéo, c'est que au moment où par exemple le briquet va voler, la commode va bouger, etc., où ils vont être obligés de sortir le père, enfin tous les événements qu'il y a eu là dans les 2 jours où Harry Price est venu enquêter.
Eh bien Peter, il n'était pas là. Donc comment expliquer que ça soit l'inconscient d'un adolescent qui aurait pu déclencher ces activités-là? Donc c'est un cas qui est au final très intéressant du coup, puisque il va, pour l'instant du moins à ce qu'on en ait de l'explication, un petit peu à contresens de ce que l'on connaît actuellement et ce que l'on suppose du moins sur les activités de poltergeist. Comme vous l'aurez compris, je vais m'arrêter là pour cette partie de la vidéo, car ne vous inquiétez pas, vous avez à peu près le même timing pour le samedi. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, j'ai préféré diviser celle-ci en 2 parties pour éviter de vous faire une vidéo de presque 1 heure, ou un peu plus même, je sais pas, c'est selon moi et mes babillages. Si je me mets à blablater toute seule, je peux vous tenir 3 heures, comme ça, vous inquiétez pas. En tout cas, pour en savoir plus, il vous faudra patienter un petit peu, et pour savoir si nous avons une réponse ou pas sur ce fameux poltergeist de Battersea. En tout cas, j'espère que, comme d'habitude, vous aurez au moins apprécié cette première partie et de découvrir le tout début de l'histoire et des phénomènes qui ont lieu dans cette maison de Elland Road. Vous savez que ça ne change pas, si vous voulez me montrer votre soutien ou me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous pouvez tout simplement aller dans les commentaires et réagir à la vidéo. Tant que c'est dans le respect, vous pouvez me dire votre opinion, je respecte totalement ce que vous pensez. Et puis vous pouvez me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bon, petit conseil d'amis, allez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous venez voir quand vous voulez les vidéos et ça vous évite de chercher pendant 3 plombs ma chaîne. Vous allez juste voir dans vos abonnements et puis vous verrez si j'ai publié une vidéo ou pas, si vous avez le temps de scroller un petit peu. Et si vous n'avez vraiment pas la patience, mais que quand même vous êtes un peu titillé par le sujet et que ça vous intéresserait d'en savoir plus, et bien quand vous vous abonnez, il vous suffit d'activer la petite cloche. Et là, même plus besoin de scroller dans vos abonnements, vous aurez juste à attendre qu'une vidéo soit publiée, si vous activez la petite cloche bien sûr, et recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée, une petite notif YouTube apparaît sur votre compte et vous êtes dirigé directement sur la vidéo qui vient de sortir. Rien de plus simple. Et si vous voulez m'aider aussi d'une autre manière, vous savez que vous pouvez, comme une youtubeuse que je suis, me payer un petit café en allant sur Ko-fi. Si cela vous dit de me faire un petit don, ou bien aussi il est possible de faire progresser cette chaîne en partageant cette vidéo ou même la chaîne en elle-même autour de vous, que ce soit de manière orale, comme en utilisant portable, ordinateur, tablette, enfin ce que vous avez là sous la main qui utilise internet et qui vous permet de partager ceci sur tout ce qui est réseaux sociaux, mail, blog ou même encore site internet si vous avez un site internet sur le paranormal et que vous voulez illustrer vos propos et que ma vidéo vous semble intéressante. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense qu'il était bien de faire une vidéo à peu près dans 25-30 minutes. Donc, nous allons mettre le livre du poltergeist de Battersea de côté en attendant jusqu'à samedi prochain. Et je vais quand même être obligée, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci. Et de vous dire donc à samedi pour la suite de cette vidéo. Passez une bonne fin de semaine. Bye!